donc, vous l'avez compris, le microbiote joue un rôle très important pour beaucoup de fonctions très importantes de notre corps, le métabolisme, et vous entendrez parler plus tard avec l'obésité et le diabète, les fonctions immunitaires, la protection contre un certain nombre de pathogènes. Vous entendrez aussi tout à l'heure une présentation sur les liens avec le cerveau, donc vraiment quelque chose qui est un acteur important pour le bon fonctionnement de notre organisme en général. Et donc forcément, si ce microbiote est altéré, on peut imaginer qu'il puisse jouer un rôle dans un grand nombre de pathologies, un grand nombre de maladies. Des maladies inflammatoires, je vais vous parler notamment des maladies inflammatoires de l'intestin comme la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique, mais aussi des maladies métaboliques, pourquoi pas des maladies neuropsychiatriques également. Si c'est un acteur dans les maladies, eh bien ça peut être une cible thérapeutique. On peut essayer d'aller moduler ce microbiote pour avoir une influence de préférence bénéfique sur les maladies. Il y a plusieurs manières par lesquelles on peut essayer de moduler le microbiote. On peut utiliser des probiotiques, des prébiotiques, vous en avez déjà un petit peu entendu parler. Et puis l'approche qui est, on va dire, la plus radicale, c'est ce qu'on appelle la transplantation de microbiote fécal. Le concept en soi, il est extrêmement simple. Il s'agit de remplacer un microbiote qui est altéré, qui est anormal, dont on pense qu'il va jouer un rôle dans une maladie, par un microbiote sain, en espérant avoir des effets, bien sûr, positifs. D'abord, je vais vous parler de la pratique, parce que c'est souvent quelque chose qui fait un peu fantasmer, on a des idées un petit peu étranges. Vous allez voir que c'est finalement extrêmement simple. En fait, la partie la plus complexe dans la transplantation de microbiote fécal, c'est d'identifier des donneurs. Des donneurs parce qu'on doit leur faire des bilans extrêmement larges, bien plus complexes que ce que l'on fait pour un don du sang. Et trouver un donneur qui est apte, entre guillemets, à donner, c'est vraiment le plus compliqué, et je ne vais pas rentrer dans les détails de la sélection. Ensuite, on va partir de sel, évidemment, que l'on va homogénéiser dans du sérum physiologique, c'est-à-dire dans de l'eau salée, tout simplement. Ensuite, on va filtrer de manière assez simple. L'objectif, c'est pas de retirer quoi que ce soit, c'est juste d'avoir une solution liquide, de ne pas avoir des résidus solides. On obtient une solution qui ressemble à ça. Et ensuite, on va congeler cette préparation avec ce qu'on appelle un cryoprotectant. Un cryoprotectant, qu'est-ce que c'est? C'est juste un agent qui va permettre de garder les bactéries vivantes, même une fois qu'on les a congelées. Ensuite, on met cette préparation donc au congélateur et en quarantaine en attendant d'avoir les résultats des différents bilans qui sont réalisés. Et une fois qu'on a un bilan qui nous paraît correct, eh bien, on va pouvoir utiliser cette préparation pour faire une transplantation fécale. Et ça peut se faire de différentes manières. Très souvent encore, ça se fait via une coloscopie. Ça peut aussi se faire par le haut avec un sonde qui va passer dans l'estomac et ensuite au début de l'intestin. Ça peut se faire par un lavement, tout simplement par le bas, ou encore avec des gélules. Et donc là, on les avale tout simplement. Donc vous voyez que en pratique, ça n'a rien de très compliqué. Je ne dis pas que c'est ragoûtant, mais c'est pas compliqué. Et en plus, ça n'a rien de très nouveau, puisque là encore, comme Gabriel vous a parlé de médecine asiatique, là c'est de la médecine chinoise, 4e siècle. Eh bien, il y avait déjà des médecins qui avaient remarqué qu'en administrant des sels, on pouvait avoir des effets thérapeutiques sur notamment des épisodes de diarrhée particulièrement sévères. L'histoire de la transplantation fécale un petit peu plus moderne, c'est la fin des années 50, avec des cas d'infection intestinale qu'on appelle colite pseudomembraneuse, qui ont été traités par transplantation fécale. Et puis, dans les années 80, là encore, des nouveaux cas d'infection, toujours en fait à la même bactérie qui s'appelle Clostridium difficile, qui était également responsable de ces colites pseudomembraneuses, mais à l'époque, on ne connaissait pas la bactérie en question, on s'en est rendu compte que peu après. Et puis, entre 83 et 2013, une trentaine d'années, au cours desquelles il y a eu comme ça des centaines de cas décrits dans la littérature médicale, d'infections toujours à cette bactérie Clostridium difficile, traitées efficacement par transplantation de microbiote fécal. Et puis, ce qui a vraiment changé les choses dans la recherche sur ce type de traitement, c'est la première étude bien réalisée qui a été publiée en 2013, dont je vais vous donner juste un résultat très simple. Juste un mot d'abord sur cette bactérie dont je vous parle depuis une minute, Clostridium difficile.
C'est une bactérie que l'on trouve dans l'intestin d'énormément d'adultes. On dit au moins 3%, c'est probablement sous-estimé, c'est probablement plus. On en trouve également dans l'environnement, il y en a un peu partout. Et cette bactérie, dans l'intestin, elle va pouvoir se développer, proliférer, lorsque le microbiote va être perturbé. Et une des situations les plus fréquentes, c'est lorsqu'on va prendre des antibiotiques, on va perturber notre microbiote, et cette bactérie va en profiter pour proliférer et être responsable d'une infection. L'un des problèmes, c'est que cette infection, elle va récidiver. Et donc, l'étude dont je vous parlais, qui a été publiée en 2013, c'est la première étude qui a évalué de manière sérieuse la transplantation fécale dans cette indication. Et pour cela, eh bien, on a comparé les auteurs, qui est une équipe hollandaise, a comparé le traitement classique de cette infection, qui est la vancomycine, un antibiotique, à la transplantation fécale. Et donc, ce que vous voyez, c'est que les patients qui ont été traités par le traitement standard, la vancomycine, ont guéri dans 20 à 30% des cas, alors que les patients qui ont reçu une voire deux transplantations fécales ont guéri dans 80 à 90% des cas. D'un point de vue médical, c'est absolument extraordinaire de voir une efficacité aussi importante. Et donc, très rapidement après la publication de ces résultats, l'utilisation de la transplantation fécale a été recommandée pour le traitement de ces infections à Clostridium difficile récidivantes, à la fois dans les recommandations nord-américaines, mais aussi européennes. Et donc, aujourd'hui, la seule indication reconnue de la transplantation fécale, ce sont ces infections récidivantes à Clostridium difficile. C'est la seule et unique indication pour laquelle on peut faire de la transplantation fécale dans le cadre du soin. Tout le reste, c'est de la recherche. Et aujourd'hui, il n'y a pas assez de données pour l'utiliser dans le cadre du soin. Mais néanmoins, on a quand même des données disponibles sur certaines autres maladies. Les maladies inflammatoires de l'intestin, dont je vais vous en dire un mot, le syndrome de l'intestin irritable, le syndrome métabolique, et peut-être que vous en saurez plus un peu plus tard. Et puis, il y a d'autres maladies encore, un peu plus compliquées. Mais la maladie en dehors de l'infection à Clostridium difficile et les maladies pour lesquelles on a le plus de données, ce sont les maladies inflammatoires de l'intestin, comme la maladie de Crohn et la rectocolite. Dans la rectocolite hémorragique, on a 4 études qui sont, on va dire, globalement positives et qui montrent que quand on a un patient qui a la diarrhée, qui a mal au ventre à cause de sa rectocolite hémorragique, si on lui fait des traitements à base de transplantation fécale, on va être capable de le mettre en rémission, c'est-à-dire de calmer sa maladie dans 20 à 30% des cas. Si on lui donne un placebo, c'est 5 à 10% des cas. Donc déjà, vous voyez que, certes, ça fait mieux que le placebo, mais on n'est pas dans le cas du Clostridium difficile. C'est pas magique. Si on prend la maladie de Crohn, jusqu'à présent, il n'y a pas d'étude qui a été publiée, mais à l'hôpital Saint-Antoine, on a réalisé une étude pilote avec une approche un petit peu différente. Au lieu de traiter les patients pour induire la rémission, c'est-à-dire pour essayer de calmer la diarrhée et l'inflammation, d'abord, on va leur donner un traitement par cortisone pour calmer l'inflammation, et on va faire la transplantation fécale après, pour essayer de maintenir la rémission, donc de calmer de manière prolongée l'inflammation induite dans cette maladie. Et voilà ce que l'on a observé. Les patients, donc, ils sont tous en rémission, c'est-à-dire ils ont tous une maladie calme au moment où on fait la transplantation fécale, par définition, puisqu'on les a d'abord traités par cortisone. Et ensuite, vous voyez que les patients qui ont eu une fausse transplantation fécale en bleu vont récidiver relativement rapidement, alors que ceux qui ont eu une transplantation fécale en vert vont récidiver moins vite. Si on regarde d'autres indices, par exemple ici, c'est ce qu'on appelle le score endoscopique, c'est-à-dire qu'on fait une coloscopie et on compte les ulcères, pour être simple. Eh bien, ce que vous voyez, c'est que entre avant la transplantation fécale et 6 semaines après, dans le groupe transplantation fécale, le score diminue. Il y a tendance à cicatriser les lésions après la transplantation fécale, alors que dans le groupe fausse transplantation fécale, vous voyez que globalement, il n'y a aucun changement entre avant et 6 semaines après. Donc, ce sont des résultats très préliminaires, hein. C'est très peu de patients, il y a moins de 20 patients qui ont été inclus dans cette étude, mais qui suggèrent que peut-être ça pourrait avoir une efficacité. Dans le syndrome de l'intestin irritable, on a des résultats contradictoires. Il y a une étude qui montre un effet peut-être positif et l'autre étude qui montre un effet négatif, c'est-à-dire que non seulement ça ne marcherait pas, mais en plus ça aggrave les symptômes. Et dans le syndrome métabolique, quelques études qui montrent une amélioration minime.
Dans les autres indications pour lesquelles on n'a pas d'études bien faites encore, on a peut-être un petit signal d'efficacité, mais c'est vraiment extrêmement préliminaire et extrêmement partiel. Tout ça pour dire que le microbiote, comme vous l'avez compris, c'est un acteur important dans la santé et dans les maladies, mais ce n'est pas le seul acteur. Il y a la génétique, il y a beaucoup d'autres facteurs environnementaux, il y a d'autres éléments qui peuvent rentrer en compte. Ce qui fait que, même si le microbiote est impliqué dans beaucoup de maladies, le poids du microbiote dans chaque maladie n'est pas le même. Dans certaines maladies, il va avoir un rôle important, dans d'autres maladies, il va avoir un rôle mais moins important. Et donc, on peut imaginer une figure de ce type. Vous avez le rôle du microbiote qui peut être très important ou au contraire beaucoup plus faible. Vous avez des maladies comme l'infection à Clostridium difficile. Là, c'est une maladie qui est quasiment exclusivement liée au microbiote. Et donc, cibler le microbiote, que ce soit par la transplantation fécale ou peut-être par des approches plus simples à l'avenir, ça a une très grande efficacité. Honnêtement, c'est quasiment magique de faire une transplantation fécale chez un patient qui a une infection à Clostridium difficile, c'est quasiment magique. Ça marche à tous les coups. Et puis, vous avez des maladies où le microbiote a un rôle important, mais ce n'est pas le seul rôle, ce n'est pas le seul acteur. Typiquement, la maladie Crohn et la rectocolite hémorragique. Et là, on voit, on a quand même des signaux qui s'accumulent pour dire que oui, cibler le microbiote, ça peut avoir un rôle, mais vous avez vu, ce n'est pas du tout les mêmes taux d'efficacité qu'avec le Clostridium. Donc, il va probablement falloir, dans ces maladies, eh bien, cibler aussi, c'est ce qu'on fait déjà depuis des dizaines d'années, les autres composants de la maladie, et donc notamment l'immunité. Et puis, vous avez des maladies qui sont encore plus compliquées, où peut-être certains patients, eh bien, dans le syndrome de l'intestin irritable, ils ont peut-être le microbiote qui joue, et puis d'autres patients où le microbiote n'est pas du tout impliqué. Et donc là, on va avoir besoin de médecine personnalisée, identifier ceux par lesquels peut-être on va pouvoir cibler le microbiote, et puis les autres. Et puis, il y a d'autres maladies, je les ai mis ici sur la figure, mais honnêtement, je ne saurais pas où les mettre, où le microbiote, il joue un rôle, mais là encore, ce n'est pas le seul acteur. J'ai mis les maladies neuropsychiatriques et les maladies métaboliques ici, mais il est tout à fait possible que certaines maladies neuropsychiatriques soient ici, certaines maladies métaboliques soient ici aussi. On ne sait pas exactement où les mettre aujourd'hui. Mais tout ça pour vous dire que le microbiote, même si c'est un acteur important, ce n'est pas le seul, et donc on ne peut pas attendre d'une maladie qui est que très partiellement liée au microbiote un effet absolument fantastique de la transplantation fétale. Donc, en conclusion, la seule indication validée de la transplantation fécale, ce sont les infections récidivantes à Clostridium difficile, et ça marche merveilleusement bien dans cette indication. Et on fait ces transplantations fécales toutes les semaines à l'hôpital Saint-Antoine dans cette indication. On a des premiers résultats qui sont positifs et encourageants dans les maladies inflammatoires de l'intestin. Néanmoins, la modalité de la transplantation fécale dans ces maladies reste à déterminer, et il y a encore beaucoup d'études en cours pour déterminer comment faire, chez quel patient, dans quelle indication précise. Et puis dans toutes les autres indications potentielles autres, on a des données, mais c'est clairement insuffisant pour le faire, en tout cas dans le cadre du soin, et on a encore besoin de beaucoup de recherche. La recherche, ça tombe bien, elle est extrêmement active. Ici, c'est des données actualisées il y a 2 jours. Tous les essais de transplantation fécale actifs, je ne parle pas des essais qui ont déjà été faits, c'est toutes les recherches en cours portant sur la transplantation fécale. Vous voyez qu'il y a une centaine d'études en Amérique du Nord, une grosse trentaine en Europe, presque une trentaine en Chine. Et nous-mêmes à Paris, et notamment à l'hôpital Saint-Antoine, on est très actifs. L'étude dont je vous ai parlé est en cours de publication. On vient de commencer une grande étude dans la rectocolite hémorragique avec un schéma assez similaire dont l'objectif est là aussi de maintenir la rémission après un traitement par cortisone. Et là, on va inclure 130 patients à travers toute la France. Et puis, on espère pouvoir commencer début 2020 une grande étude également dans la maladie de Crohn qui a été financée grâce à une fondation américaine qui s'appelle Hemsley. Et là aussi, il s'agira d'utiliser la transplantation fécale pour maintenir la rémission chez des patients qui sont sous des traitements immunosuppresseurs. Bien sûr, la transplantation fécale, c'est très séduisant, mais il faut avouer qu'on ne contrôle pas bien ce qu'on fait, on ne sait pas exactement ce qu'on donne aux patients, il faut être clair. Et donc l'avenir, c'est probablement d'identifier, notamment grâce à ces études, quelles sont les bactéries, les champignons, les molécules qui sont porteuses des effets thérapeutiques, de pouvoir les produire dans des usines, de les mettre dans des gélules et de les administrer de manière régulière en sachant et précisément ce qu'on donne aux patients
avec donc l'espoir d'avoir des effets thérapeutiques. Et c'est ce qu'on appelle les probiotiques de nouvelle génération qui viennent de l'intestin. Et puis si on comprend encore mieux comment ça marche, eh bien, tout ça, ça passe par de la chimie, hein, ça reste des molécules chimiques qui ont des effets. Et donc si on peut identifier les molécules impliquées, eh bien, on peut aussi les donner directement aux patients. C'est ce qui a été fait par l'industrie pharmaceutique pendant des années en allant dans la forêt amazonienne, identifier des molécules, les tester pour voir si elles avaient des effets. Et bien là, c'est exactement pareil, sauf que la forêt amazonienne, elle est là, dans votre ventre. Voilà, je vous remercie.